Le système dans lequel nous vivons est un système basé sur le crédit. Le crédit, ce n'est pas la dette. Comme on le dit en anglais, credit, c'est la confiance. Le crédit, c'est la base et la fondation de tout ici aux États-Unis. Le crédit, c'est qu'est-ce que tu fais des capitaux mis à ta disposition. Ici aux États-Unis, il faut comprendre que si vous pensez que le savoir coûte cher, l'ignorance coûte des millions. Quelle est la pire des choses à avoir sur ton crédit? La pire des choses, c'est le public record. Bienvenue sur l'effet Boom. Cet épisode podcast aujourd'hui, la famille, je ne sais pas qui a besoin de l'entendre, mais je suis avec l'homme fort, comme ils disent en anglais, the myth and the legend. C'est l'homme avec 7 business différents qui finance tous les petits business ici aux États-Unis. D'accord? Il aide les gens avec le crédit, obtenir des financements pour trucking, restaurant, ouvrir n'importe quel genre de business. D'accord? Il est dans l'immobilier, il fait du trucking, il répare le crédit des gens. Non seulement ça, c'est mon business partenaire. On a toute une communauté et c'est lui aussi qui aide tous les étudiants là-bas à obtenir leur financement pour commencer leur business, que ce soit l'immobilier ou l'autre. Il est dans l'immobilier. Hier, je suis parti avec lui voir une maison qu'il vient d'acheter avec une stratégie créative de malade. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de comment nous, les Africains, doivent arrêter de venir ici aux États-Unis et d'avoir 7 boulots différents, 8 boulots différents, de travailler jusqu'à ce qu'on attrape l'AVC littéralement et ne pas s'en sortir financièrement parce que le pays, il n'a pas été construit pour des travailleurs, c'est un pays qui a été construit pour des entrepreneurs. Et tant que tu ne comprends pas le jeu du crédit et les financements aux États-Unis, tu vas travailler toute ta vie et ne jamais rien avoir. Donc, bienvenue Sommet sur l'épisode. Présente-toi un peu, je viens de faire une petite introduction, mais dis aux gens ton expérience et un peu qui tu es. Bonjour Mamadou, comment tu vas? Magnifique. Alors moi, c'est Bapankoun Sommet, originaire du Burkina Faso. J'ai un background de gestionnaire, économiste, comptable, entrepreneur aux États-Unis. J'ai plusieurs entreprises à mon compte. Notre activité principale, c'est surtout les finances. D'accord. Le crédit, la mobilisation des ressources, des capitaux et surtout, l'orientation et le conseil des entreprises ici aux États-Unis. Comment acquérir les capitaux, comment développer une activité dont on n'a pas la maîtrise de la création à l'acquisition des capitaux, au marketing et comment structurer. Ok. Ça fait combien d'années tu as l'expérience dans ça ici aux États-Unis? Depuis 2018. Depuis 2018? Ouais. Ok, magnifique. Donc, en disant cela, je sais que les gens qui regardent ici, vraiment souvent, ils s'en fichent de l'histoire de quelqu'un. C'est comment est-ce que je peux me faire mon argent? Je ne comprends pas le crédit, j'en ai marre de mon travail. Donc, une des choses que j'ai remarqué, moi, je suis dans l'immobilier, tu le sais déjà, c'est ça qu'on fait d'une manière primaire. Partie de rénover des maisons, maintenant on fait nouvel développement de luxe à Texas, ok? Une des choses que j'ai remarqué, c'est que les gens ne comprennent pas qu'aux États-Unis, c'est pas aller d'abord travailler, économiser et après prendre tes financements là pour commencer un business, c'est le contraire. Tu commences d'abord par comprendre le système de crédit parce que tout leur système est créé par le crédit. C'est le crédit qui est vraiment au-dessus de la pyramide et juste en dessous, tu as les entités que tu peux utiliser pour aller obtenir des financements, même des financements à 0% qu'on a aidé beaucoup de gens. Et après ça, maintenant, tu commences un business, n'importe quel business que tu as envie de commencer et il y a plusieurs entités pour diverses choses. Pourquoi est-ce que tu penses que surtout la communauté africaine est très ignorante de la puissance du crédit et l'objectif du crédit aux États-Unis? Ils ont juste l'impression que c'est juste des dettes. Explique-moi un peu c'est quoi ton expérience avec ça. Merci Mamadou. Alors, nous sommes là pour éveiller, éduquer, donner l'information à notre communauté. Le système dans lequel nous vivons est un système qui est basé sur le crédit. Le crédit, ce n'est pas la dette. Le crédit, comme on le dit en anglais, credit, c'est la confiance. Comment une banque va te faire confiance? Quels sont les critères sur lesquels la banque doit te regarder et t'accorder les capitaux dont tu as besoin pour développer tes activités? Donc, il faut d'abord une structure bien élaborée pour que cette banque-là puisse te faire confiance. Et le crédit, c'est la base et la fondation de tout ici aux États-Unis. Toute personne qui vient d'arriver doit commencer par le crédit. Le comprendre, comment le structurer, comment l'améliorer lorsqu'il est endommagé et comment avoir des conseils nécessaires pour que la banque puisse avoir un profil très qualifié. Super. Donc, une des choses que j'ai aussi remarqué, et j'aimerais ton opinion là-dessus, c'est que nous, les Africains, plus qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui sont ici physiquement, mais mentalement, ils sont encore bloqués en Afrique, dans le pays respectif duquel ils viennent. Si on est en Afrique, on dit travail dur, c'est on se réveille le matin, on va au marché, les gens, ils ont des business de commerce. Ce qui est bien, ça fonctionne là-bas parce que les systèmes bancaires dans la plupart des pays, surtout les sous-développés, c'est pas très, très développé comme aux États-Unis. Ça veut dire que tu peux pas aller à la banque et dire à la banque dans la plupart des pays, hey, j'ai besoin
besoin de faire X, financez-moi 100% à 0% d'intérêt et je commence un business, ok? Mais quand on arrive ici, on ne se débarrasse pas de cette mentalité. On pense toujours aller échanger la force physique, parce que c'est ça qu'on connaît en Afrique. D'accord. Échanger la force physique pour gagner notre vie et après maintenant essayer d'aller et commencer quelque chose. Les États-Unis, le système il a été créé d'une manière complètement différente. Ça veut dire que eux ici, ils fonctionnent plus sur non. Si tu as une idée en tête, on a créé un système qu'on appelle le crédit. Et le crédit, c'est comme ça qu'on se base, bien sûr, pour savoir ton comportement, comme tu viens de dire, financier, pour voir si tu es quelqu'un de finançable ou pas. Comment est-ce que tu arrives à expliquer aux gens ce changement de mentalité qu'ils doivent avoir? Quand tu arrives ici, t'adapter au système où tu vis ici et pas le système en Afrique, parce que ici, c'est vraiment le contraire. Tu vas d'abord obtenir des financements, après tu commences un business. Pas travailler pour commencer un business. Comment est-ce que tu arrives à expliquer ça, surtout à tous les clients qui viennent, qui ont un peu cette mentalité, j'ai peur, je sais pas, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi ton expérience avec ça? La première chose, c'est d'avoir la bonne information. Avoir la bonne information, c'est de savoir que les banques recherchent des petites entreprises pour leur donner les capitaux. Au lieu d'aller faire 16 heures de boulot, 24 heures de boulot, certains de nos compatriotes travaillent 2-3 boulots. Ils n'ont pas le temps de voir la famille. Ils se plaignent du fait que les États-Unis, c'est trop dur, mais en réalité, ils n'ont pas la bonne information. Parce que quelqu'un peut venir de l'Afrique avec 3 mois de crédit bien structuré, il peut avoir accès à $200,000, $300,000, $400,000 pour commencer son activité. Est-ce que cette personne va se plaindre que les États-Unis, c'est un pays difficile? Non. Il faut travailler de façon intelligente, comprendre le système, comment les petites entreprises sont financées, comment ils ont accès à des capitaux illimités. Toutes les entreprises sans limite parlent de salons de coiffure, parlent des restaurants, parlent de chauffeurs de camions, la logistique. Toutes les expertises que nous amenons de l'Afrique peuvent avoir des accompagnements Exactement. Et beaucoup plus facile d'ailleurs. Et parlant de ça, je pense que les gens vraiment, ils comprennent pas. Quand on dit crédit, ok? La plupart d'ailleurs, ils sont un peu confus. Credit score, le profil de crédit. Aussi, le fait de... pour aller obtenir les financements, il y a beaucoup qui vont à la banque, mais en tant que eux, parce que quand tu es aux États-Unis, on te donne un numéro SSN, un numéro social. Ça, c'est pour toi, ton identification à toi, l'individu, d'accord, pour que le gouvernement puisse te taxer. Et l'individu est le plus taxé aux États-Unis. La plupart des gens, d'ailleurs, ne comprennent pas qu'ils laissent environ 15 à 20 000 $ par an qui vont au gouvernement pour des taxes, au IRS. Comme les États-Unis, c'est une corporation, normalement, toi, en tant qu'être humain, tu es censé aussi fonctionner en tant que corporation et aller créer une corporation qui te représente à chaque fois que tu rentres à la banque pour obtenir des financements, et tu es aussi pas taxé ou beaucoup moins taxé en tant que corporation qu'en tant qu'individu. Donc, explique un peu pour les gens qui connaissent absolument rien du tout. Différence entre credit score et profil. Et aussi, on va rentrer et parler de LLC, C Corp et tout ce qui va avec. Mais commençons par le crédit. C'est quoi déjà le credit score? Et la différence entre le credit score et le profil, et quel est le plus important que l'autre pour obtenir des financements ici aux États-Unis? D'accord, merci Mamadou. Alors, chaque individu a un numéro attribué à sa personne qu'on appelle le numéro de Social Sécurité. Lorsque tu es hors des États-Unis, tu peux avoir ce même numéro, mais l'appellation est totalement différente. Ce numéro est appelé ITIN. Lorsque tu obtiens ce numéro, tu peux construire un profil de crédit personnel. Le profil de crédit personnel est basé sur ton comportement, tes habitudes. Alors, la banque lit ton profil comme une philosophie financière. Mamadou, il a un profil qui nous permet d'avoir confiance en lui. Et c'est quoi le profil? Le profil, c'est la responsabilité financière que l'on matérialise en chiffres. Mamadou a une dette qu'il a contractée avec une banque. Cette dette doit être payée sur 2 ans. Chaque mois, Mamadou paye sans retard. L'historique de paiement traduit le comportement de Mamadou. Lorsque une banque regarde l'historique de Mamadou et dit « cette personne a payé sa dette sans retard, nous pouvons faire confiance en cette personne. » L'historique peut être construit avec une seule carte de crédit, un prêt personnel, un prêt automobile, un prêt immobilier. Donc, lorsque ton profil comporte une historique bien appropriée, la banque te génère un score.
C'est ce score qu'on appelle crédit score. Et le crédit score, il varie entre 300, qui est le minimum, et 850, qui est le maximum. Le plus le score est élevé, le mieux il est, le mieux le taux d'intérêt il est, le mieux les offres sont, et le mieux tu es loti. Magnifique. D'ailleurs, il y a un dicton aux États-Unis qui dit que le crédit est censé être ton esclave à toi, pas l'esclave de crédit. Tu n'es pas censé être l'esclave de crédit. Tu es censé utiliser le crédit pour être financièrement libre. Surtout si ton credit score est toujours à 700 ou bien plus. Je me rappelle, dans notre communauté, tu as montré aux étudiants l'exemple de si quelqu'un a un mauvais crédit, tu achètes une maison à tel prix et une autre personne, d'accord, achète la même maison au même prix mais avec un très bon crédit sur le long terme. Comment la personne avec le mauvais crédit ramène beaucoup plus d'argent sur la table, paye beaucoup plus mensuellement, mais sur la longueur du financement du bien, paye 3 fois, 4 fois le prix de la maison, alors que l'autre personne ne paye peut-être que 2 fois le prix de la maison. Donc, et avec ça, ce dont tu viens de donner ici, ça s'appelle credit mix en anglais. C'est un mix de crédit, right? C'est pas juste avoir un profil où tu as que des cartes de crédit ou bien que des autoloans. Ils veulent voir un mix. Maintenant, si quelqu'un dit, OK, mais j'ai l'impression que là, tu veux me dire que je dois aller emprunter plein de dettes. Est-ce qu'ils doivent eux-mêmes aller emprunter plein de dettes pour avoir tous ces profils-là, ou bien il y a une autre manière de faire ceci? Très bonne question. Tous nos clients que nous consultons, ils nous posent toujours cette même question. Je le répète, le crédit, ce n'est pas la dette. C'est qu'est-ce que tu fais des capitaux mis à ta disposition. Tu peux avoir $100 000, $200 000. Si tu le mets dans une activité productive, cette dette est remboursé en un temps record et la banque te fait plus confiance. Tu génères un revenu et tu génères un grand profit parce que tu as un capital, tu as étudié ton business et tu l'appliques. 80% des clients que nous avons, ils ont des business plans, ils ont les études de marché, ils n'ont pas le capital, ils n'ont pas le financement. C'est toujours le financement est le premier souci des gens. Donc aujourd'hui, mobiliser les capitaux devient maintenant la chose primaire qu'il faut faire. Nous arrivons à mobiliser les capitaux pour nos clients, nous arrivons à les orienter, à les guider. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le capital mobilisé de sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise gestion? Yeah. Du coup, si tu as un profil de crédit, et je sais que tu as visité des milliers de profils de crédit, si la personne n'a pas un bon profil mix, parce que souvent, comme je dis, ils pensent qu'eux-mêmes, ils doivent se déplacer à la banque et emprunter des dettes. Mais il y a une autre manière de l'obtenir sans que toi-même, tu ailles emprunter les dettes. Tu peux expliquer ça un peu? C'est ça que je veux qu'ils comprennent. Lorsque nous consultons nos clients, nous regardons d'abord comment ton profil est structuré. Si tu n'as que des cartes de crédit, nous arrivons à ajouter le mixage de profils que la banque veut voir pour que ton score soit parfait. Donc, il y a des ajouts de lignes ou de comptes sur ton profil que nous faisons pour que ton profil soit le plus représentatif possible. Parce que les banques, ils ont des critères. Les financiers, ils ont des critères qu'ils veulent voir dans un profil. Un client qui n'a pas ces informations, il va aller se présenter à la banque avec un profil dont il ignore lui-même la préparation d'avant. Après, quand on va le refuser, il va dire que c'est le racisme. Exactement. Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que c'est comme si je voulais jouer au foot et je me ramène avec une balle de basketball. Exactement. Je n'ai pas appris les règles du football. Exactement. On joue avec les pieds et pas les mains. C'est ça. Donc la banque, c'est pareil. Et comme j'explique tout le temps aux gens, ici aux États-Unis, même les banques, dès que tu empruntes quelque chose, que tu achètes une maison ou bien une voiture, la minute ou la semaine d'après, qu'est-ce que ces gens ils font? Ils prennent le document qui est à signer parce que vu leur système financier qu'on appelle fractional banking, quand toi tu as signé le document, tu as créé l'argent. L'argent n'existait pas. Et du coup, ils prennent le document maintenant qui vaut de l'argent et soit ils le vendent, ils font ce qu'on appelle trading, ou bien ils inventent encore 9 autres chiffres à partir du document que toi tu as signé. Ce document vaut de l'argent. Dans l'immobilier, on a ce qu'on appelle Note and Deed of Trust. C'est ça qui sécurise l'argent de la banque sur la maison. Mais souvent, quand tu achètes un bien, tu clôtures, un mois après, tu reçois soit un email ou un message pour dire que je suis ton nouveau serviceur ou je suis ton nouveau banquier. Il vient d'acheter la dette. Pourquoi je dis ça? Parce que tu viens parler de l'historique.
les gens ne doivent pas aller emprunter parce que tu peux acheter l'historique d'autrui. Que ce soit une carte de crédit de quelqu'un d'autre qui a un bon comportement financier, au lieu que toi tu ailles emprunter, tu peux acheter ça s'appelle un trade line. Tu peux acheter une historique de voiture, tu peux acheter une historique de mortgage. Bien sûr, le prix varie, mais quand on dit préparer ton profil avant de rentrer à la banque, t'es pas obligé d'aller toi-même emprunter d'abord, te mettre dans des endettements. Non, la banque font la même chose, toi aussi tu peux faire la même. D'ailleurs, il y a des grosses compagnies qui nous appellent tout le temps, qui nous offrent le service. On voit bien que vous avez un bon comportement, on peut vendre votre historique, on vous donne $50 le mois pour vendre votre historique. Donc c'est tout un business ici aux États-Unis. Donc c'est ça que je veux que vous compreniez. Ça ne veut pas dire que vous devez aller vous endetter. Il y a une manière de faire cela sans vous endetter. Deuxième chose, quand on va à la banque, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi que les banques américaines, ce sont des banques qui prêtent de l'argent, pas des banques qui gardent de l'argent. Ça a littéralement été écrit pour prêter de l'argent, pas pour garder de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que les banques, c'est soit tu rentres en tant qu'individu, soit tu rentres dedans en tant que compagnie, une corporation. Quand tu crées un LLC, c'est une corporation. Le LLC a son propre numéro social qu'on appelle un EIN. Beaucoup de nos compatriotes font l'erreur d'aller à la banque Capital One Bank of America et aller au guichet là et demander conseil. Hey, j'aimerais créer mon crédit, comment est-ce que je le fais? Et souvent, le conseil que les banques leur donnent, c'est voici une carte de $400 et tu attends 7-8 mois et ton profil va apparaître. Ça, c'est pour les gens qui viennent soit d'arriver ou bien des gens qui sont ici depuis longtemps mais ils ne sont jamais intéressés au crédit. Et je dis tout le temps aux gens, la banque n'est même pas là pour vous éduquer parce que peut-être la personne avec qui tu parles, toi, tu as même un meilleur profil qu'eux. Absolument. Comment tu conseilles les gens qui n'ont absolument pas de profil du tout? De un, je suis sûr qu'ils doivent arrêter déjà d'aller à la banque, demander conseil. Mais comment est-ce qu'ils peuvent créer leur profil de crédit d'une très bonne manière à partir de zéro, les gens qui n'ont rien du tout? Alors, nous avons toujours 3 cas de figure. Celui qui n'a pas du tout de crédit, c'est-à-dire qui vient d'obtenir une nouvelle social sécurité, un nouveau numéro d'identifiant personnel. Celui-là, il peut avoir un crédit score en 30 jours et 45 jours en utilisant l'historique d'une autre personne qui avait déjà préétabli une historique de 5 ans ou 10 ans. Et en anglais, on appelle ça Authorized Users. On va prendre des exemples concrets. Mamadou, tu viens d'arriver de l'Afrique. Tu as un nouveau numéro aujourd'hui. Moi, M. Sommet, je suis avec une carte de crédit où je fais des paiements pendant 5 ans. Donc 5 ans fois 12 mois, ça fait 60 mois d'historique de paiement. Je prends mon historique, j'appelle ma banque, je dis « Mamadou, c'est mon frère, je voudrais l'ajouter sur mon historique de paiement. » Automatiquement, mes 60 mois de paiement vont se refléter sur son identifiant personnel à lui, Mamadou. Maintenant, Mamadou qui vient d'arriver, il y a 1 mois, il a 5 ans de paiement qui génère un score et il est déjà à un niveau élevé. Parce que la banque voit maintenant 5 ans d'historique de paiement, la banque a plus confiance en Mamadou. Bien sûr, alors que je viens à peine d'arriver. Alors que tu viens à peine d'arriver. Qu'est-ce que Mamadou doit faire? Il a maintenant un profil qu'il a hérité d'un membre de la famille ou bien de quelqu'un qui a déjà une bonne historique. Nous allons maintenant utiliser ce bon profil pour construire l'historique personnel de Mamadou, c'est-à-dire Mamadou va maintenant avoir des financements en son nom propre parce qu'il a déjà un score qui est généré. Mamadou peut avoir des capitaux qu'il veut. S'il a une entreprise, une personne morale, elle peut demander 100 000, 200 000, 300 000 $. Elle va l'obtenir très facilement. Parce que maintenant, la banque a une historique sur laquelle elle peut s'appuyer pour voir Mamadou autrement. Donc, de zéro, on crée des profils au crédit score de 700, 750, 776. Alors, un de nos étudiants était un exemple. Kalissou est l'exemple. On a Kalissou, on a Abdourahim. On a plusieurs de nos étudiants qui n'avaient rien du tout, qui viennent d'arriver. On en a plein. Oui, on a plein d'étudiants qui viennent d'arriver, qui n'ont pas d'historique et aujourd'hui qui ont un crédit score excellent. En 1 mois à 45 jours. Et ces étudiants aujourd'hui sont en train de lever des fonds pour leurs activités, pour l'immobilier ou pour d'autres entreprises. Non, je dis tout le temps, quand tu n'as pas l'information, c'est comme un mort-vivant qui marche en fait. Absolument. Pourtant, ici aux États-Unis, il faut comprendre que l'ignorance, si vous pensez que le savoir coûte cher, l'ignorance coûte des millions ici aux États-Unis parce que c'est un pays où si tu ne sais pas lire, ou bien si tu signes toujours des choses sans lire, ou bien si tu ne lis pas avant d'aller, que ce soit à la banque, que ce soit, aller chez les avocats. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'aux États-Unis, la plupart des gens qui ont des licences sont les moins compétents.
banquier, avocat. Tu as intérêt à connaître avant d'aller chez eux. Agent commercial, right? OK, magnifique. Donc maintenant, l'autre erreur que j'ai remarquée dans notre communauté, OK, j'ai un bon crédit. On m'a créé mon crédit. Pour les gens qui ignorent en tout cas, pas dans notre communauté, ils vont maintenant à la banque, mais en tant que eux, ils veulent emprunter de l'argent pour faire du business, mais ils vont là-bas emprunter avec leur numéro social, personnel, et ils reçoivent des miettes. Qu'est-ce que je veux dire par des miettes? Si tu reçois moins de, en règle générale, dépendant du business, nous on est dans l'immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, si tu reçois moins de 150 000 $, oublie. Tu peux rien faire avec. Et la banque ne va jamais donner un individu 150 000 $. La banque va toujours donner ça à une compagnie. La compagnie, c'est pas toi. La compagnie, c'est une autre personne. Du coup, les gens qui vont là-bas, ils reçoivent quoi? 10 000 $, 9 000 $, 2 500 $ à leur nom propre. D'accord? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens après l'étape du crédit, avant d'aller à la banque pour avoir des financements pour du business, une fois que tu as le bon profil? Quelle est la deuxième étape maintenant qu'ils doivent comprendre? Alors, merci Mamadou. La levée des fonds est basée sur la personne physique que tu es, qui est l'individu. Ensuite, la personne morale, qui est la société à responsabilité limitée. Le système américain est basé sur le financement des petites entreprises. Alors, lorsque tu as un profil personnel qui est parfait, nous te conseillons de mettre en place une société à responsabilité limitée ou une entreprise qui est une personne morale. La banque a plus confiance, pas seulement la banque, mais toute entité financière a plus confiance à une personne morale qu'à une personne physique. Donc, en tant que personne morale, tu as la possibilité d'utiliser ta personne physique comme garantie, comme caution. La première fois. C'est ton bon profil qui est la caution pour ta personne morale. Et ta personne morale a la capacité de lever 100 000, 200 000, 300 000 en quelques jours. Si la personne physique a un profil bien structuré, a un score bien structuré, la personne morale bénéficie d'une levée sans limite de fonds. Donc, du coup, la première fois, toi, ton profil personnel, et tu dois aller créer pour la première fois, ça doit toujours être un LLC. Ici aux États-Unis, on appelle ça un LLC. Je crois dans les pays francophones, c'est quoi? SARL? La société à responsabilité limitée. OK, SARL, right? OK. Donc, c'est l'équivalent de SARL. Tu crées ça la première fois et l'erreur qu'on a vue aussi, pour la création de ceci, très très important, parce que beaucoup de gens rentrent là-bas. Oui, j'ai un LLC. Mon LLC s'appelle Mamadou Trucking. Mon LLC s'appelle, comme j'aime bien mon nom, mon LLC s'appelle Mamadou Cuisine, Ghana, Africain, peu importe. Aussi sur la création, quelle erreur tu as vu beaucoup? Les gens, ils vont là-bas, ils se font refuser, malgré qu'ils ont un bon profil. Ils se font refuser, ils savent pas, parce qu'une des choses que j'ai remarqué, les gens ne savent pas ceci. Quand la banque te refuse le financement ou bien ils te donnent des miettes, parfois ils vont accepter, même si tu es mal structuré, mais ils te donnent des miettes. Des miettes, c'est comme je dis, 10 000 $, 20 000. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quel business tu vas ouvrir avec ça aux États-Unis? Il n'y en a pas beaucoup, OK? Donc tu veux toujours 50 000 minimum, jusqu'à 150 000 pour mettre au travail. Ça, vraiment, tu peux commencer un bon business avec. Quelle est l'erreur que tu as remarqué quand les gens créent leur LLC? Parce que souvent, ils engagent leurs cousins à Queens qui ne connaissent rien du tout dans le système américain lui-même. Mais quelle est l'erreur que tu as remarqué sur la création de LLC que les gens font? La création de LLC doit répondre aux critères demandés par la banque. La banque veut qu'une entreprise soit structurée d'une façon professionnelle. La banque a les underwriters, comment on les appelle en français? Les underwriters, Alors, c'est eux qui font les décisions dans la banque. Les décideurs pour la levée des fonds, ils ont des critères sur lesquels ils se basent. Alors, Mamadou, nous allons jouer un jeu de scénario. Mamadou, ton entreprise s'appelle quoi? Mon entreprise s'appelle Audacia LLC. D'accord. L'adresse de Audacia LLC, c'est l'adresse de ta maison. Si tu as un appartement, l'adresse de ton appartement. Alors, moi, j'ai une entreprise où l'adresse physique que la banque regarde, c'est un bureau. C'est un bureau, c'est un centre commercial. Quand la banque regarde les deux adresses, la banque a tendance à faire plus confiance à l'adresse physique commerciale qu'à un domicile. 100% du temps. Donc, la banque va dire, c'est vrai, c'est un business. Mais étant donné que le business est domicilié à une adresse résidentielle, elle ne peut pas se permettre de lui donner assez d'argent parce que cet individu n'est pas qualifié comme une entreprise en temps plein. Du coup, nous conseillons à nos clients
qui ont d'abord un bon crédit, Ça, c'est la base. bon profil. C'est la base. Ça, c'est la base. Lorsque vous avez déjà votre LLC ou votre entreprise déjà créée, nous allons voir comment vous l'avez créée. Comment vous l'avez structuré. Et il y a des fois que votre entreprise a déjà de l'expérience, de l'âge de 2 ans, 3 ans. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Pour la banque. Parce que pour la banque, une entreprise qui vient de naître est plus à risque qu'une entreprise qui existe depuis quelques années. Ouais. Alors, nous allons voir l'adresse. Si votre entreprise n'est pas bien structurée, nous allons vous conseiller de la restructurer ou de créer une nouvelle entreprise, remplissant les critères que la banque souhaite voir dans le profil de financement. Donc, à partir de ce moment, nous pouvons vous aider soit à restructurer ou à créer une nouvelle entité, bien sûr, en louant un espace de bureau professionnel. Exactement. Avec une adresse professionnelle, parce qu'à partir du bureau du banquier, il est capable de voir l'adresse et le bâtiment. Et ils le font. Ils vérifient. Donc, si le banquier vérifie que l'adresse de votre entreprise, votre résidence, on ne vous prend pas au sérieux. Non seulement on ne vous prend pas au sérieux, mais on peut vous donner un capital très limité. Donc, nous voulons mettre les immigrants, la communauté africaine surtout, la diaspora ici aux États-Unis, à un niveau où ils sont capables de lever assez de fonds pour leurs entreprises pour réaliser des choses merveilleuses ici aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a personne qui a de l'argent plus que la banque. Surtout les banques américaines, parce qu'ils impriment ça de rien. Littéralement, ils créent de l'argent de rien. Donc, tu ne peux pas aller chez ton oncle, tu ne peux pas aller chez ton cousin qui va te prêter plus d'argent que la banque. Donc, il faut comprendre un peu leur règlement. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est très, très important parce que les gens, littéralement, je veux vraiment qu'ils comprennent que quand tu rentres à la banque, comme nous, on est assis ici, quand tu rentres avec ton LLC, c'est 2 personnes qui viennent de rentrer dans la banque, pas une seule personne. Et quand tu vas à la banque, ils te disent, OK, c'est quoi le nom de ta compagnie? Et le nom de ta compagnie, c'est Sommet LLC. OK, cette personne est ignorante parce que c'est 2 personnes qui sont rentrées. Ton nom, c'est Sommet sur ta carte d'identité. Tu me dis, ton frère ici, c'est Sommet. Ça, c'est déjà mort. Ils vont pas te le dire. C'est juste que c'est comme ça qu'ils pensent dans la tête. Les règlements sont écrits. Donc, si c'est pour obtenir les financements, il faut jamais nommer ton LLC, ton nom, parce que c'est pas toi. Deuxièmement, l'autre règlement qu'ils ont, c'est l'industrie. Il y a des industries que les banques aiment financer. Il y a des industries que les banques n'aiment pas financer. Ils ont déjà écrit les règles. Tu dois même pas les deviner. Tu peux littéralement aller sur Google et voir tout ça. Et chaque entreprise et chaque industrie est liée à un code. Comment on appelle les codes pour le business? C'est SIC code, je pense. Les SIC code. SIC. Donc, dès que tu viens et moi, je suis dans l'immobilier, il est dans l'immobilier. On vient, on dit, on veut de l'argent. Et il demande, OK, tu fais quoi comme business? Tu fais, je suis dans le trucking. Je suis dans le real estate. Le gars dans sa tête, il rigole. Le banquier dans sa tête, il rigole. Parce que tu viens de lui donner une industrie maintenant qu'ils n'aiment pas financer, puisque sur papier, ils considèrent que c'est une industrie risquée. Du coup, l'industrie aussi, que tu leur dis, c'est très, très important. Quand tu vas ouvrir ton compte, les gens, ils ne se rendent pas compte, c'est là qu'on te met sur un code. Right? Autre chose, c'est, comme tu viens de dire, l'adresse. Plein de gens, l'adresse de leur LLC, et je sais, j'ai fait l'erreur, le premier LLC que j'ai créé, c'était chez moi. Je ne savais pas que la banque, ils regardent ça et disent, OK, ça c'est comme si c'était ton cousin qui vit sur ton canapé qui vient nous demander de l'argent. Il est irresponsable. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner de l'argent? Il vit sur le canapé. Pourquoi il n'a pas un bureau? OK? Ce qu'on a aussi remarqué récemment et on a complètement changé, c'est quoi? Même l'adresse physique que tu choisis, ici aux États-Unis, il y a une manière de savoir si ton zip code ou ton adresse professionnelle se trouve, parce que tu peux l'acheter. C'est comme ça, on aide les gens, tu peux l'acheter en ligne. Est-ce que c'est dans le ghetto ou bien dans les meilleurs des quartiers? Est-ce que le quartier où ton adresse se trouve, les habitants qui habitent là, la plupart des gens, ils ont 700 credit score ou plus, et c'est où il y a les meilleurs bureaux, les meilleures écoles, les meilleurs hôpitaux, plus de sécurité, ou bien c'est dans le ghetto? Parce que même si c'est un bureau physique, s'ils regardent, ils voient le credit score, ils voient que c'est dans les ghettos, les banques n'aiment pas financer les ghettos. C'est vrai. Donc, tes adresses doivent toujours être dans les meilleurs des quartiers aux États-Unis, même si tu ne vis pas là-bas. Parce qu'oublie pas que l'adresse de ta compagnie, c'est pas ton adresse. Pas ton adresse. Vous ne devez pas avoir la même adresse. C'est vrai. Et autre chose que j'ai remarqué, la plupart des gens ne savent pas que ça coûte des miettes d'acheter l'adresse, d'avoir le numéro de téléphone professionnel et d'avoir l'entité. Le nom doit être vague. Le nom, un site internet et une adresse email professionnelle. Merci. Parce que l'entreprise doit être structurée comme une corporation. Comme une entreprise, c'est une entreprise. Voilà. Donc, il faut que nous ayons en tête que les banques vérifient avec beaucoup de détails. Beaucoup. Et nous devons être à mesure de créer des entreprises pour la levée du maximum de fonds en ne négligeant aucun aspect des critères d'éligibilité. Donc,
Premier critère, avoir un bon crédit score, un bon crédit profile, créer une entité bien structurée avec une bonne adresse, avec le nom qui va avec et le code de l'industrie. Alors, tout de suite, tu mentionnais les risques. Les banques ont une historique, Mamadou. Ils ont financé des entreprises, par exemple, de logistique qui sont dans le camion pendant 50 ans et ils ont vu que la tendance était que ces entreprises n'ont pas remboursé ou bien il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, les banques américaines ont identifié les entreprises ou les industries à risque. Nous, quand nos clients viennent, nous essayons de structurer les entreprises en évitant le code qui les mettra à risque. Donc, les entreprises à risque, tu as cité certains, nous faisons de l'immobilier, mais nous ne disons jamais dans nos entreprises que Sommet Immobilier ou Mamadou Immobilier. Jamais. Est-ce que Starbucks veut dire café? Exactement. Est-ce que Starbucks veut dire restaurant? Est-ce que Chipotle veut dire restaurant? Est-ce que Amazon veut dire package? Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris, si je vais aller à la banque obtenir des millions, ma compagnie, le nom, c'est juste pour obtenir des financements. Après, ce que je fais comme business derrière, ça me regarde. Ça ne regarde pas la banque. Et c'est comme ça, les banques, une fois que tu obtiens les financements, ils s'en fichent où tu mets l'argent au travail à partir du moment où tu rembourses, et on va parler de ça tout à l'heure, où tu rembourses en temps et en heure. Maintenant, cela dit, right? D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, ça prend, jusque maintenant, même les gens qui avaient les pires des profils qu'on a vus, ils ont dépensé quoi? 1500, 2000 $ max pour réparer et avoir tout ce qu'ils ont besoin? Pour le profil de crédit, ça dépend de tout un chacun. Autant nous sommes, autant nous avons des profils de crédit différents. Il y a des profils que nous arrivons à mettre à jour en 2 jours. Il y a des profils qui prennent 1 semaine. Il y a des profils qui prennent 1 mois, 2 mois. Dépendant de ce que chaque individu a comme historique financière avec les entités financières passées. Quelle est la pire des choses à avoir sur ton crédit? La pire des choses, c'est le public record. Le public record qu'on appelle bankruptcy. Ça, c'est quand tu déclares faillite, c'est ça? Quand tu déclares faillite aux États-Unis, ça, à ton nom propre. À ton nom propre, c'est reflété immédiatement dans ton report de crédit. Et ça te bloque toutes les portes financières pendant 10 ans. Donc, nous déconseillons formellement la déclaration de faillite. Le bankruptcy, il y a toujours une solution viable, disponible. Quel que soit le niveau de difficulté, ton profil peut être arrangé, corrigé légalement. Donc on a ça que tu dois éviter. Tu dois éviter, bien sûr, de payer en retard. Toutes ces choses-là, donc ça, on a parlé de ça. Maintenant, autre chose que j'ai vu pour les gens qui ont déjà essayé par eux-mêmes, ils sont partis, ils ont reçu des miettes. Ils ont des rêves que nous tous, tu as des business en Afrique, j'ai des business en Afrique, mais une des choses qu'on a remarqué, c'est quoi? C'est que la plupart sous-estiment l'argent nécessaire pour avoir du succès en Afrique, si tu veux ouvrir un business quelconque. Et du coup, ils prennent leur carte de crédit ou bien ils obtiennent des financements avec la banque ici, ils envoient ça en Afrique et les choses se passent mal et ils détruisent complètement leur crédit. Je me rappelle, tu as donné des très bons conseils à notre communauté. Comment, approcher cela? Parce que je sais, la plupart des Africains qui nous contactent, c'est « Hey, je sais que vous dites je peux obtenir 50 000 minimum à 0% pour 12 à 18 mois, à 0% d'intérêt. Mais mon objectif à moi, c'est ouvrir un restaurant en Afrique. Mon objectif à moi, c'est ouvrir des champs en Afrique. » C'était quoi ton conseil à la communauté par rapport à ça? Nous avons des étudiants, des clients pour qui nous levons des fonds. Notre objectif, c'est que ces étudiants-là soient des success stories. Pour quelqu'un qui vient me voir, Monsieur Sommet, je veux de l'argent, mon profil est bon. Je regarde le profil, je lui crée son entreprise, je lève 150 000 $. Lorsque tu convertis ces 150 000 $, c'est à peu près 80 millions de CFA. En effet. Il s'est dit, c'est beaucoup d'argent. Bon, écoute, je vais envoyer 20 millions en Afrique, aller construire, ou bien se mettre dans une activité dont l'étude de marché a été négligée. Exactement. Lorsque nous levons 150 000 $ ici avec une banque américaine, c'est comme des cacahuètes. Nous voulons que nos clients utilisent ces fonds à bon escient. C'est-à-dire, si tu ne sais pas où les mettre, venez voir le dieu de l'immobilier, Mamadou. Mamadou va te dire, écoute, paye ce bien, rénove-le, revends-le, tu fais une marge bénéficiaire de 100 000 ou de 200 000. Ou bien soit la banque pour quelqu'un qui le fait. Exactement. Et toi, tu as déjà les financements. Exactement. Maintenant, si tu as un profit, tu peux utiliser ce profit pour investir en Afrique. Mais n'utilise pas le capital qui est
là où la banque est en train d'observer ton comportement d'abord. Exactement. Parce que si tu utilises les 150 000 correctement, que tu rembourses correctement, la prochaine levée de fonds, tu ne vas pas avoir 150 000 dollars. Ouais. On parle de 500 000 dollars. Exactement. On parle de 1 million de dollars. Si tu les payes, ils augmentent la somme qu'ils te donnent. Ils ont l'argent, c'est comme ça. Ils veulent donner. Ils veulent seulement que tu crées la confiance entre eux et toi. Exactement. Mais nous les Africains, je dis nous les Africains, je le répète, nous les Africains, dès que nous avons la première grosse somme, on pense directement à l'Afrique. Exactement. Nous souhaitons construire l'Afrique. C'est notre continent, c'est notre pays. Nous devons y investir. Mais investissons de la manière la plus intelligente possible. Exactement. Nous sommes dans l'immobilier, Mamadou. Je viens te voir avec 250 000 levés par mon étudiant, ou du moins mon client. Qu'est-ce que tu peux faire, Mamadou, pour qu'en un an, cet étudiant puisse avoir un bénéfice, et à quoi peut ressembler le bénéfice d'un étudiant qui veut faire une nouvelle construction? 250 000 dollars, tu peux prendre cet argent. Littéralement, si toi tu dis, moi, j'ai pas le temps de faire l'immobilier. Je voyage ou j'ai déjà mon travail, j'aime bien mon travail. Tu peux trouver quelqu'un qui est crédible, de la même manière que notre compagnie, elle fait. Tu viens, tu dis, Mamadou, je sais que vous construisez des maisons de luxe. Quand tu construis des maisons aux États-Unis, ça s'appelle le nouvel développement. Première chose que tu dois sécuriser, c'est quoi? Le terrain. Un terrain à Dallas, Texas, où on le fait, ça varie entre 200 000, 250 000 dans les meilleurs des quartiers. Le prix de revente pour ces maisons-là, c'est environ 1,5 million, 1,7 million de dollars. Pour sécuriser le terrain, à 250 000, tu as besoin que de 50% du prix d'achat de terrain. Parce que les financiers, les banques ici aux États-Unis, ils te financent 50%. Donc, si j'identifie un terrain aujourd'hui, je ramène 50% sur la table, ils me financent les autres 50%, je sécurise le terrain et derrière, ils me financent pour la construction 90% de la construction. Donc, toi, tu peux venir me voir sommet, tu dis, écoute, moi, j'ai pas le temps de faire tout ce que tu fais, j'ai pas envie de gérer l'équipe, j'ai pas envie de me casser la tête à sécuriser des terrains, j'ai pas le temps pour ça, mais j'ai accès au financement. Vas-y, mon argent. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce que tous les riches aux États-Unis, il n'y a personne, il n'y a pas un riche aux États-Unis que tu vas regarder que dans leur portefeuille de business, l'immobilier n'en fait pas partie. Parce que le système fiscal des États-Unis a été écrit pour l'immobilier, pour les investisseurs immobiliers. Et d'ailleurs, même les banques, ils préfèrent sécuriser leur argent sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est un bien physique, c'est tangible. Si tu me donnes 250 000 et c'est sécurisé sur un bien physique et que les chiffres sont bons, si je disparais, quelque chose m'arrive, je frappe sur la table, je meurs, ou bien je disparais, j'ai envie de t'arnaquer, puisque ton argent est sécurisé sur le bien à la commune où le bien se trouve, tu as quelque chose à saisir de physique et revendre. Contrairement comme le marché de la bourse, où je finance quelqu'un qui a un restaurant mais le building ne les appartient pas. S'il tombe en faillite, j'ai quelle garantie? C'est pour ça qu'ils préfèrent l'immobilier. Donc, si toi, tu finances un projet comme ça, tu vas financer l'achat du terrain, par exemple, et tu vas avoir un retour en 7, 9, 12 mois, mais tu fais rien du tout, à part sécuriser ton argent. Le retour qu'on s'entend dépend du projet, d'accord? D'ailleurs, on a un truc comme ça, que ce soit les nouvelles constructions, les appartements multifamily, les projets de rénovation. Donc, tu peux littéralement accéder au financement via juste ton crédit et ton LLC. Une fois que tu as les financements, toi, tu deviens la banque pour les gens de la même manière que les autres. Donc, tu utilises l'argent de la banque pour te faire de l'argent sur des projets que tu ne fais même pas partie. Tu as des gens, j'ai des amis indiens, tout ce qu'ils font eux, c'est trouver des gens qui font des projets d'immobilier et ils financent tout le projet, ils font un partage de profit. Parce qu'eux, ils ont des travails dans la médecine, tout ça, ils n'ont pas le temps de faire l'immobilier. Mais ils savent comment obtenir les financements. Ils viennent, ils disent, mais écoute, tu as un projet là, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 200 000. Tiens les 200 000. Toi, trouve le projet, gère le projet, on sécurise mon argent, on met tous les documents en place et derrière, puisqu'il a financé tout le projet, vous faites un partage de profit de 50-50, 40-60, 30-70, dépendant comment vous avez négocié. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est le jeu aux États-Unis. Alors, Mamadou, pour un étudiant africain qui vient avec des fonds levés par M. Sommet, pendant combien de temps son projet de nouvelle construction peut durer et quel est, dans le marché du Texas que tu connais, quel est son profit approximatif pour les 250 000? Mais écoute, on a deux services qu'on offre. D'accord. Un des services, c'est si tu viens chez moi et tu me dis, Mamadou, je vais investir sur tes projets, mes projets à moi. Donc là, à ce moment-là, ce que je te donne, c'est un retour sur ton argent. Retour sur on est d'accord sur investissement. Okay. Donc tout va dépendre de combien tu ramènes. Tu ne peux pas investir avec nous si tu as moins de 50 000 $. Ouais. Impossible. Donc si tu as 50 000 ou bien plus, ça dépend du projet, mais je te donne un retour sur ton investissement. D'accord. Les seules personnes avec qui on fait un partage de profit, c'est les personnes qui financent tout le projet. Et ça, vraiment, c'est des gens, on a des gens, toi-même, tu sais, tu as rencontré certains, des politiciens, tout ça, qui ont beaucoup d'argent. Mais si un étudiant vient
et qu'ils disent, tu sais quoi, moi je veux le faire juste pour apprendre, eh bien, tu investis avec nous passivement ton argent et tu apprends sur le projet sur lequel tu as investi. Ça, c'est une manière de le faire. On l'a fait pour plusieurs étudiants, d'accord? Et non seulement ça, on t'aide aussi à avoir l'expérience. Ça veut dire si tu investis, le jour que toi tu commences ton propre projet, si l'immobilier t'intéresse pour investir activement, quand je dis activement, c'est toi aussi tu vas commencer à trouver tes propres projets, tes propres terrains, créer ton propre équipe et faire tes propres projets. Non seulement on t'apprend, mais on te rajoute souvent sur le titre du bien qu'on fait. Comme ça, tu as l'expérience par extension. OK? Ça, c'est une manière. Deuxième manière, tu dis non, Mamadou, j'ai accès au financement déjà, mais j'ai envie d'apprendre moi-même et de faire moi-même. Comme nos étudiants, on en a beaucoup pour l'instant. À ce moment-là, on t'aide à créer ton crédit, ton profil, on t'aide à obtenir les financements, créer ton LLC, ta compagnie, et on t'aide à savoir comment aller trouver les terrains, comment est-ce que tu communiques avec les agents commerciaux, comment tu analyses le marché et tout ce qui va avec. Et si tu investis dans des marchés où on est actif, Ohio, Georgia, Texas, on te tient la main aussi. Pour exécuter sur ton projet à toi à ce moment-là, ça c'est ton projet à toi, c'est juste que nous on te tient la main, tu vois. Même l'équipe, Texas, Ohio, Georgia, littéralement on va te donner les équipes. Parce qu'on a déjà des équipes dans ces états-là. Mais un autre état, on va juste t'aider. OK, comment est-ce que tu gères un projet de construction? Comment est-ce que tu t'assures que la main-d'œuvre que tu engages, ils ont la bonne licence, ils ont les bonnes assurances, les contrats que tu mets en place, le genre d'avocat utilisé, comment lire tous les contrats, comprendre tout, comment tu analyses même pour savoir que tu achètes le terrain au bon prix, comment savoir à combien tu peux revendre derrière, ta marge de profit, les marges de retard. Donc, il n'y a que ces deux manières-là. C'est soit tu vas le faire activement et c'est tes propres projets, soit tu vas investir sur le projet de quelqu'un d'autre et tu reçois les retours. Et les retours que tu reçois dépendent de la somme que tu ramènes. Donc, il y a une option de partage de profit qui est ma préférée personnellement. Je préfère faire du partage de profit. Mais ça, c'est plus pour les gens qui ont de l'argent ou bien qui ont accès à des gros financements. Si c'est des petites sommes, tu reçois un retour, mais tu apprends en même temps. Parce que nous, la différence pour nous sommer, beaucoup de gens que je vois en ligne, c'est qu'on n'est pas là juste pour prendre la communauté, leur donner un service et tu payes pour les... Non. On veut t'apprendre et que tu ailles... c'est quoi le dicton? Apprends l'homme à pêcher au lieu de lui donner des poissons. C'est quoi le dicton? Il y a un dicton comme ça en anglais. Je sais que si quelqu'un vient chez toi, au lieu de commencer à leur donner le poisson, parce que sinon ils vont continuer à mendier. Il faut apprendre à pêcher. Les apprendre à pêcher. Merci. Et c'est ça notre mentalité. Alors, donc, vous venez d'entendre Mamadou. Levez des fonds, mettez dans l'immobilier en un an, au moins d'un an, si c'est dépendant du projet. Yeah. Il y a différents types de projets immobiliers. Yeah. Il y a les nouvelles constructions qui peuvent vous générer un profit entre combien et combien, les nouvelles constructions, en règle générale, tu cherches un profit de 25 à 30% net derrière si c'est ton projet. Net. Maintenant, si toi tu investis juste passivement, tu peux gagner, ça peut varier entre 16 à 20%. Comme j'ai dit, ça c'est juste si tu ne ramènes pas toute la somme pour financer tout le projet. Les gens qui ramènent toute la somme, littéralement, c'est juste un partage de profit derrière. Donc si on gagne 25 à 30%, on partage le profit. Les projets de rénovation qu'on appelle fix and flip, ça c'est quand tu trouves une maison qui est lapidée pour la rénover. En règle générale, le profit ça varie entre 10, 12 à 12% net après tous les frais. Et les projets locatifs, là, c'est sur le long terme. Ça, c'est vraiment les gens qui veulent créer des richesses générationnelles parce que les richesses générationnelles ne sont pas créées à la vente de l'immobilier. C'est créé avec la garde de l'immobilier. Et le vrai jeu, vraiment, même pour les gens qui ont des business, magasins africains, trucking, un salon de coiffure, restaurant, si tu génères beaucoup de cash, le secret aux États-Unis, c'est l'immobilier locatif qui devrait être ta banque. Parce que si je gagne 300 000 $ l'année ou 200 000 ou 100 000 $ l'année sur mon magasin africain, si je prends cet argent, je parle de profit net, de excès cash après que j'ai acheté mes marchandises et tout ce qui va avec. Si tu prends ces 100 000 et tu les roules dans l'immobilier locatif, même si tu achètes un par an, tu peux utiliser l'immobilier locatif aux États-Unis en tant que véhicule pour déduire tes taxes sur tes revenus actifs dans ton business. C'est ça que les gens ne comprennent pas le secret aux États-Unis. C'est vrai que tous les multimillionnaires, ils ont quoi? Des appartements. Ils font qu'acheter des appartements. C'est des stratégies de taxes pour garder leur argent chez eux et pas donner ça au IRS. Alors donc, lorsque les fonds sont levés, on les met dans l'immobilier, on tire des profits et ces profits, on peut les investir en Afrique sans risquer. C'est le conseil que nous donnons à nos clients, les conseils que nous donnons à notre communauté. D'office. On investit déjà en Afrique. Moi, j'ai ouvert là-bas un grand business poulailler. Tout a été complètement détruit parce que j'étais pas là-bas pour surveiller. J'ai sous-estimé le marché là-bas. Les gens qui ont l'argent en Afrique, ils ont l'argent. Parce que l'Afrique, c'est cash. Mais les gens qui ont l'argent, ils ont l'argent. Donc, quand tu te ramènes là-bas avec 100 000, tu penses que tu as de l'argent. En 2 jours, ils vont te manger. Right? Avec ça, maintenant, parlons d'autres divers business parce que je sais que tu aides beaucoup de gens. Les gens ne savent pas à quel point tu es vraiment une arme cachée. Dans notre communauté aussi, bien sûr, tu as beaucoup de gens qui aiment bien l'industrie, surtout nos femmes. Salon de coiffure,
restaurants. Maintenant, tu as les hommes aussi qui sont beaucoup dans les camions, trucking. Au lieu de... Je vois des gens maintenant, des étudiants qui rejoignent au cours et ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils conduisent un camion et le camion ne les appartient toujours pas. Contrairement aux Indiens, Asiatiques, tout ça, et ils conduisent maximum 12 mois. Après, maintenant, ils deviennent le boss, pas les travailleurs. Et je sais que tu aides les gens à obtenir aussi divers financements pour les petits business. Parlons un peu de ça, parce que tout le monde n'est pas intéressé à l'immobilier. Mais comment est-ce que les gens peuvent accéder à divers financements? Quel genre de financement pour les petits business? Et comment le faire intelligemment? Surtout, tu m'as parlé d'un... Comment on appelle le business tracking? La logistique. Donc, j'aimerais bien qu'on rentre un peu de façon générale. Et d'ailleurs, sur un autre segment, on va leur parler de même comment on fait pour acheter des business qui existent déjà. Et tu peux avoir des financements pour ça aussi. Mais vas-y, dis-moi. Alors, donc, M. Sommet, j'ai obtenu 250 000 à travers votre compagnie, vous et Mamadou. Qu'est-ce que je vais faire avec si je ne veux pas? Exactement. C'est toujours la première question. Nous, on conseille toujours. Il faut d'abord avoir un projet avant de venir vers le financement. D'office. Lorsque tu viens acquérir le financement, avant de réfléchir, ça ne sert pas. Parce qu'il y a des étudiants ou du moins des clients que nous refusons d'accompagner pour l'obtention des finances parce que nous savons en âme et conscience que l'intention derrière l'obtention de ces capitaux, c'est pour les gaspiller. Exactement. Yeah. Et nous voulons être responsables du suivi de nos clients et de nos étudiants. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Mamadou et moi, on a une classe ici que nous tenons. Nous formons des francophones dans tous les cours d'immobilier, dans tous les cours de crédit, la levée des fonds. Nous voulons donner un peu plus d'informations à la communauté, éclairer, orienter et surtout marcher avec eux dans l'exécution des projets. Exactement. Alors, pour revenir à ta question, Mamadou, on a ciblé les entreprises dans lesquelles on a beaucoup d'Africains. Okay. Les salons de coiffure pour nos mamans, nos sœurs, nos femmes, elles ont beaucoup d'argent qu'elles génèrent sans savoir que l'entreprise n'est pas bien structurée. En effet. Nous voulons maintenant les aider à mieux structurer les entreprises de salons de coiffure. Regardez comment l'adresse a été créée. Est-ce qu'ils ont un site internet? Est-ce qu'ils ont un numéro qu'on appelle 800 number? Exactly. Qui n'est pas un numéro de portable individuel. Yeah. Donc, nous devons avoir la structuration et voir comment leur permettre de lever des fonds. La plupart des salons africains sont gérés comme en Afrique. En effet. Le service clientèle est mort. Très mauvaise. L'accueil, la communication avec les clients, le after-service, l'après-service. Donc, tout ça, c'est des choses que nous voulons corriger avec les entreprises africaines. Donc, la première catégorie, c'est les salons de coiffure. Nous avons beaucoup d'Africains qui sont dans la logistique, qui sont des chauffeurs de camions. Ouais, en effet. Ils conduisent pour des gens. Nous voulons transformer les employés en employeurs. Un employeur, exactement. Avec un bon profil de crédit, nous pouvons vous aider à obtenir ce qu'on appelle Equipment Finance. C'est-à-dire ton camion à toi, il est financé. Le financement d'équipement. Le financement d'équipement. Magnifique. Tu es déjà chauffeur. Tu as l'expérience. Cette expérience, tu peux la mettre en pratique comme employeur. Acquérir un camion, 2 camions, 3 camions, et tu gères, tu coordonnes maintenant. Tu connais le marché, tu connais les routes, tu connais les tarifs, mais tu n'as pas ton propre camion à toi. Frère, viens, on va bien structurer ton profil de crédit, on va t'obtenir ton premier camion. Si tu veux avoir les semi-truck, c'est-à-dire les remorques, il y a cette ligne de crédit. Si tu veux avoir les box truck, qui ont des contrats avec Amazon, il y a cette ligne de financement. Et si tu veux avoir les vannes qu'on utilise pour faire les livraisons de courriers médicaux, les médicaments, ou bien transporter les malades, ça c'est un type de business où beaucoup d'Africains aussi y sont. Ouais, en effet. Nous pouvons vous aider à acquérir ces équipements sur la base de votre profil de crédit personnel. Troisième type de business, le home care. Home care, oh yes. Beaucoup de nos compatriotes sont nurses. Le home care, en français exactement, je ne sais pas comment. Le home care, c'est le soin à domicile. Le soin à domicile. Tu crées ton entreprise où tu as 1 ou 2 malades dans une maison. L'État te paye pour les services. Bien sûr que c'est régulé. Il y a des documents avec les avocats, avec l'administration. C'est très, 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 très rigoureusement régulé. En effet. Alors,
lorsque tu es une nurse africaine qui a fait les études dans la santé, tu travailles 16 heures, 20 heures, manque de sommeil, tu ne vois pas ta famille, tu ne vois pas ton mari ou ta femme, crée ta propre entreprise. En effet, en effet. Tu deviens entrepreneur dans le domaine de la santé. Yeah. Tu as tes propres patients. Exactement. Tu es payé mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et tu es maintenant en train de générer des revenus passifs. Même quand tu dors. En effet. En effet. Des revenus. Donc, nous voulons que le statut de l'Africain, qui est vu comme un esclave dans le travail américain, que ce statut-là devienne un statut d'employeur. Nous employons les Américains et nous voulons que tous les Africains emploient les Américains. Ben oui, les Indiens le font. Les Asiatiques le font, c'est pas magie. La manière dont ils le font, c'est parce qu'ils ont accès au financement. Alors, on a nos entreprises qui sont ceux qui sont derrière. Et c'est des Indiens, c'est des Philippines et tout ce qui va. Nous embauchons. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est pour ça que j'ai commencé au début par dire que si tu viens ici aux États-Unis et tu es mentalement bloqué en Afrique, tu vas jamais changer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu crées, tu sais, on fait le business consulting, on consulte les gens sur leur business. La première chose qu'on voit, c'est la fatigue. Deuxième chose qu'on voit, c'est, il y a une dame, je l'ai consultée, elle ramène beaucoup d'argent, mais devine quoi? Ses dépenses dépasse les profits qu'elle ramène, mais ramène du profit. Tu sais, c'est quoi le souci? C'est le manque de compréhension de business. La définition de business, c'est est-ce que si je t'enlève, toi, le propriétaire du business, est-ce que le business va fonctionner ou pas? Si je t'enlève, toi, et que le business arrête de fonctionner, c'est mort. Donc, quand tu crées un business, tu dois le créer avec l'idée de et si je vais en Afrique pendant 6 mois? Est-ce que ce business va continuer à me ramener de l'argent? Donc, la manière dont tu engages, les automations dont tu mets. Et ici, aux États-Unis, même nous, les Africains, on est abîmés par le customer service. Comment tu offres le customer service? Est-ce que tu as une présence en ligne? Comment tu génères des clients? Et je pense que c'est là la différence. Et vraiment, sur ce point-ci, et on va terminer ici, mais sur ce point-ci, nous, les Africains, un concept qu'on n'a toujours pas compris, c'est l'investissement sur soi. Avant d'investir dans quoi que ce soit, tu veux faire des business de camions, de home care, de real estate, tout ça a complètement pas d'importance tant que tu n'investis pas en toi, la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premier financement que tu obtiens, la première somme, les 5 000, les 10 000, devrait aller dans ton éducation à toi personnelle. On ne veut pas investir sur nous-mêmes. Et on n'a pas l'exemple. Un Indien qui arrive ici, il a plein d'exemples d'Indiens qui ont des chaînes de restaurants, qui ont des business de gas station. Un Asiatique, la même chose. Ils n'ont pas besoin. L'éducation est déjà là dans la famille. Il y a un oncle, il y a un cousin. Nous, on n'a pas ça. Donc, si quelqu'un veut ouvrir, par exemple, le home care, je vais juste prendre ça comme c'est régulé. Au lieu de te fatiguer, ton profil de crédit, ton LLC, dès que tu obtiens les financements, disons tu as 150 000 $, tu prends 10 000, tu vas chez quelqu'un qui te tient la main, tiens, vas-y 10 000, aide-moi à commencer le business et m'aider à le structurer. Non, nous, on préfère essayer d'économiser des miettes et perdre des millions. Et je pense que ça aussi, ça doit commencer à changer. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, Mamadou, nous travaillons dans nos business. Exactement. Et ça, c'est pas un business. Nous, si physiquement on n'est pas là, nos business ne fonctionnent pas. Ouais. Il faut que ça change. Tu viens de toucher un point très, très capital. La mentalité africaine ou la mentalité d'immigrant. Lorsque nous, on nous voit, on me dit, mais Monsieur Sommet, comment tu arrives à avoir tant de connaissances dans les finances, dans la fiscalité, dans les impôts? Pourquoi tu formes les Américains ou bien tu conseilles les Américains, tu orientes les Américains, les entreprises américaines? Ce que les gens ne savent pas derrière, on a investi en nous, énorme. Dieu seul sait combien. Exactement. Moi, mes formations m'ont coûté. Et toi, Mamadou, je sais que dans un des cours, tu avais dit quelque chose sur un chiffre que les gens ont failli tomber à la renverse. Tu as investi en toi pour avoir cette connaissance. Et avec plaisir. Et avec plaisir. Tu ne peux pas investir mieux que sur toi-même. C'est toi ton business. Et même quand je suis parti en Afrique, mon expérience en 2017, avec les jeunes, quand on faisait le Ataya, là, quand j'entends les jeunes parler, c'est vraiment triste. Parce que c'est toujours « Oh, mon grand-père avait tel, mon père avait tel. » Mais tout est parti comme ça. Pourquoi? Parce que nous, les Noirs, on n'a pas cette mentalité de transférer la richesse. Donc, on ne forme pas nos enfants pour comprendre notre business. On ne forme pas nos frères pour comprendre nos business, nos femmes pour comprendre nos business. Parce que si quelque chose t'arrive et ça disparaît en même temps, c'est que tu n'as pas
mis la structure en place. Et ici aux États-Unis, ils ont une philosophie. Les multimillionnaires, ils ont une philosophie. Chaque business qu'ils créent, aussi petit soit-il, ils le créent avec l'esprit de « je peux le vendre si je veux ». Et personne ne peut acheter ton business si ton business dépend de toi. Ça, c'est la première des règles. Si quelqu'un veut acheter ton business, si ton business génère 100 000 $, tu peux littéralement vendre ton business s'il est bien structuré avec tous les systèmes et le business n'a pas besoin de toi. Tu peux le vendre 3, 4, 5, 6, 9 fois la somme que le business génère. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Et du coup, quand tu le crées, si tu approches ça avec cet esprit, tu vas tout doucement commencer à automatiser. Et nous, les Africains, on ne comprend toujours pas le concept de engager les gens. Parce que quand tu engages les gens, qu'est-ce que tu fais? Tu crées du boulot, tu nourris des familles, tu changes la vie des gens. On veut toujours, nous, tout garder. C'est souvent pour ça qu'on se retrouve, on veut tout faire par nous-mêmes parce qu'on ne veut pas payer les autres personnes, les donner une opportunité. Ici, c'est le contraire qu'ils font. C'est pour ça que leur business... Ça échoue, mais tu viens de toucher un point qui est très capital. Souvent, nos étudiants nous disent, Monsieur Sommet, vous nous avez levé les capitaux de 500 000 $, 250 000 $, nous ne savons pas quoi faire. Il y a ici aux États-Unis des entreprises qui existent depuis 10 ans, 20 ans, dont les propriétaires sont très âgés, ils veulent les liquider. À 100%. Lorsque vous avez les financements que nous levons pour vous, si vous êtes dans la logistique, vous pouvez acquérir une entreprise qui a déjà 20 camions. Littéralement affiché en ligne. Avec déjà des fonctionnaires. Ouais. Avec des profits qui génèrent, parce qu'il y a tous les bilans. En effet. En effet. Les bilans sont là, en effet. Les banquiers sont là, en effet. L'avocat qui va juste changer le nom du propriétaire légalement et vous êtes africain, mais vous embauchez des dizaines d'Américains. Donc, si tu es dans une industrie spécifique, nous pouvons t'aider à acquérir des business qui sont déjà structurés, qui ont déjà de l'expérience. Que ce soit dans la logistique, dans la restauration, dans les garages, dans la mécanique. Moi, j'ai failli acquérir, je te dis, il y a 2 ans de cela, j'ai failli acquérir un garage qui a, là où on fait l'oil change. Ok. Ouais, là où ils changent le... Ok. Voilà, parce qu'on acquiert des véhicules et nous les passons par les mécaniciens. Toujours. Si toi-même, tu as déjà une boîte qui est dans la mécanique, ça te facilite les choses. Les choses, exactement. Pour inviter tous les Africains que lever d'abord les capitaux et dépendant de votre industrie, on peut vous accompagner à acquérir un business profitable, existant. Déjà, ou vous accompagner dans l'immobilier. C'est le dieu de l'immobilier, Mamadou, il peut vous donner tous les secrets. Il a fait toutes les erreurs. Déjà. Déjà. Et il faut savoir que statistiquement, si vous l'ignorez, ici aux États-Unis, ils ont fait une étude et ils ont vu que la plupart des petits business, peut-être même dans les 80%, les premiers 50 tombent en faillite. C'est pour ça, d'ailleurs, si tu vas là-bas et tu leur dis que tu es dans la restauration, machin, ils ne te financent pas parce qu'ils savent que tu vas tomber en faillite. Toutes ces études ont été faites. Donc, quand tu achètes un business qui existe déjà et qui a déjà existé depuis 6 ans ou plus, tu as beaucoup plus de chances d'avoir maintenant un business générationnel à vie, bien sûr, à condition que tu investis dans tes compétences en toi. Parce que tu ne peux pas être le propriétaire du business et aussi le travailleur du business. Ça, ce n'est pas un business. Soit tu vas devenir propriétaire et tu vas investir sur toi-même et apprendre comment être un CEO, ou bien tu vas être travailleur. Mais les deux ne vont pas ensemble. C'est pour ça que j'étais en train de négocier un daycare. Un vieux qui a une histoire de... Ces daycares l'ont appartenu dans la famille pour 42 ans. Littéralement, le building l'appartient, le business l'appartient, là on s'occupe des enfants. Et il veut le vendre. Je l'ai trouvé en ligne via mon voisin quand j'habitais à Georgia. Mon voisin m'en a parlé, il dit le vieux, il veut le vendre. Ses enfants sont irresponsables. Il veut que ses enfants héritent des paiements mensuels, mais il ne veut pas leur donner le business parce que sinon ils vont vendre ça et liquider l'argent, right? Donc il a dit, lui, il veut chercher quelqu'un à financer. Le broker qui l'aidait à vendre le business, c'est un noir. C'est un noir, je crois qu'il vient du Ghana ou quelque chose comme ça, au Nigeria. Tu sais, la première critère, c'est quoi quand tu veux acheter les business? Parce que les business, contrairement à l'immobilier souvent, les gens sont émotionnellement attachés à leur business. Imagine, toi, les business que tu as commencé la première fois, ça t'appartient depuis une vingtaine d'années et maintenant tu veux le vendre. C'est comme ton bébé, non? Donc, la personne à qui tu vas vendre ça, tu vas faire très très attention d'être sûr que dès que tu vas les revendre, demain, ils ne vont pas prendre ça et tourner ça en boîte de nouilles ou bien détruire. Ok. J'étais très surpris. Ils m'ont appelé, ils ont dit, tu veux acheter le business, pas de souci. On a parlé au téléphone, ok, tu as l'air d'être une bonne personne. On arrive chez toi demain à 7h du matin. J'ai dit, vous venez chez moi? Oui, on vient chez toi à 7h du matin. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que le gars, s'il veut vendre le business, il veut aller voir chez toi d'abord, voir comment tu traites ta maison, te rencontrer en personne, voir comment c'est dedans. Et quand ils viennent chez moi, ils veulent voir mon crédit. C'est pas qu'il a besoin de mon crédit parce qu'il est en train de me le financer. Il va être ma banque. C'est juste qu'il veut voir mon comportement financier. Comment est-ce qu'il peut voir ça s'il ne voit pas mon crédit?
très important. Ouais. Aux États-Unis. Notre personnalité financière, Yeah. notre responsabilité financière Yeah. qui est décrit, défini, analysé dans le profil des crédits. Et non seulement ça, ils voulaient voir mon crédit et tous nos business partners. Avec qui tu Ouais, avec qui tu traites. Donc, si ta compagnie, tu as plusieurs personnes sur ta compagnie, ils veulent voir toutes ces personnes-là leur crédit. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, j'ai aucun ami qui a un credit score moins de 700. Tu peux pas être mon ami. On peut pas faire des affaires ensemble parce que tu es financièrement irresponsable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dans l'achat de business, ils sont même plus stricts. Et ils regardent aussi, est-ce que tu es quelqu'un de compétent parce que souvent, ils veulent que tu gardes le nom. Ils sont émotionnellement attachés au nom. Ils veulent que tu gardes le business tel qu'il est. Il ne faut pas que tu prennes le daycare, maintenant tu le transformes en boîte de nuit. Les gens ne savent pas qu'aux États-Unis, 99,9% des business que tu achètes, la personne qui te vend le business te finance le business. Il devient ta banque. Tu n'as même pas besoin de tout l'argent. Parfois, ils te disent 0% en avance, tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils le vendent, l'argent qu'ils reçoivent, ça va aller où la moitié? Au ARS pour payer des taxes. Donc, ils vont dire, écoute, moi, je vais te financer, je vais être ta banque. Si quelque chose m'arrive, puisque je suis vieux, mes enfants, je vais créer un trust et mes enfants vont hériter des paiements mensuels. Mais ils ne peuvent pas toucher le business parce que ça ne les appartient plus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut savoir ça. Qu'ici aux États-Unis, c'est plus facile d'acheter un business que de créer un business. Je vais faire une anecdote. Tu sais, j'ai été en Afrique récemment. Hein? Mhm. Lorsque tu as la mentalité des gens, quand l'État prête de l'argent, Mhm. les gens ont tendance à dire c'est l'argent de l'État, on ne doit pas rembourser. Mhm. Mhm. Alors que nous sommes ici, Mhm. nous prêchons pour les bonnes habitudes parce que nos étudiants et nos clients, on lève des fonds, des centaines de millions Yeah. Mhm. et on les accompagne. Mhm. Donc, le paiement responsable te permet de lever encore beaucoup plus de fonds. En effet. En effet. Je veux que les mentalités africaines-là, qu'on laisse ça et que nous nous mettons dans la peau des institutions financières américaines qui te tiennent pour responsable pour les paiements. En effet. Et que même en Afrique, quand tu as un État qui t'accompagne dans un projet, c'est une grâce. Parce qu'ici, l'État ne nous accompagne pas. C'est le plus. Yeah. Et la responsabilité de remboursement te permet de créer une confiance. Mhm. Et les gens me disent, Monsieur Sommet, vous avez pu lever jusqu'à combien? Mais des millions et des Yeah, tu peux, quand tu commences, quand tu commences, le LLC, c'est ta base. Ils vont te donner 150 000 à 200 000. Quand tu rembourses ça bien, après tu transitionnes à 300 000, 400 000 avec les C-Corp. Quand tu rentres au C-Corp, Trust, tout ça, on ne va même pas parler de ça aujourd'hui. On va faire un autre segment là-dessus. D'ailleurs, on va terminer ici aujourd'hui. Le truc, c'est quoi? C'est que je veux que vous sachiez, à deux, on a une communauté anglophone et francophone. Vous pouvez venir dedans, apprendre 4 fois par semaine à faire tout ceci par vous-même. Et on vous tient la main aussi. Ramenez vos enfants. Si vous avez des enfants ici aux États-Unis, même s'ils parlent que anglais, à partir de 14 ans, que vos enfants commencent à apprendre ce qu'on appelle le financial literacy, comment le système ici fonctionne. Ce n'est pas la responsabilité de l'école de former nos enfants, c'est notre responsabilité à nous. Et ce n'est pas la responsabilité de l'école ou bien les banques de vous former vous. Tout ce qu'on vous dit ici, vous pouvez venir ici, prendre des dettes de 200 000 $, aller à Yale ou Harvard. Je vous promets que vous n'allez pas apprendre ceci. Vous allez apprendre comment sortir de l'école et être esclave d'une entreprise. Pas penser par vous-même et créer vos propres entreprises. Tous les entrepreneurs aux États-Unis qui ont réussi se sont créés eux-mêmes. C'est pas l'école qui les a créés. L'institution scolaire aux États-Unis, c'est fait pour vous rendre esclave, pas pour vous aider à être financièrement libre. Donc, Sommet, il te trouve où? Dans quels réseaux sociaux il te trouve? Alors, je suis au il m'a forcé à créer un compte TikTok. Ouais, en effet. Donc, j'ai un compte TikTok qui est Sommet des Credit Experts. OK, Sommet des Credit Experts. De toute façon, on va les mettre en dessous aussi. Alors, mon site internet, Mhm. www.sommetconsultingsolutions.com. Je suis le directeur général de Sommet Consulting Solutions, qui est une entreprise qui fait des offres financières. Nous aidons les gens à structurer leur profil personnel. Mhm. Nous aidons les entreprises à lever des fonds pour l'immobilier avec toi. Mhm. Nous aidons les entreprises à être dans de nouvelles niches telles que la logistique, Mhm. les salons de coiffure, les entreprises de beauté, Le marketing, si vous galérez avec... marketing Mhm. et digital, Mhm. le lead generation, et puis tout ce qu'il y a comme soutenir les entreprises africaines et les immigrants ici aux États-Unis. Nous allons avoir la section francophone et la section Anglophone, en effet. Avec Mamadou, nous allons vraiment sortir de l'ombre. Mhm. Nous voyons beaucoup d'informations qui privent les Qui polie, exactement. qui sont incorrectes. Exactement. Donc, nous voulons venir vous donner les bonnes informations Mhm.
et prenez des actions. N'entendez pas et vous asseoir avec ces informations. Ouais. Vérifiez votre crédit personnel. Venez nous voir, on va vous aider à structurer, créer une petite entreprise, on peut vous accompagner à lever des fonds. Merci pour votre attention. Merci à toi, Mamadou. De rien. La famille, on revient. On va faire plein de segments, mais aussi on va commencer à faire des lives sur YouTube surtout. Donc, allez-y, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. On va choisir une journée chaque semaine où on fait ça. On fait déjà le TikTok souvent, mais on va choisir où c'est un épisode où on prend des questions et des choses comme ça, mais sur YouTube surtout. Donc, abonnez-vous comme ça. Quand on fait cette annonce, vous saurez c'est quel jour, quelle heure. On va garder ce jour-là et l'heure-là. Nous serons à l'aise de répondre à vos questions en live. Sans problème. Donc, suivez les chaînes YouTube. Donc, tout ça, de toute façon, je vais mettre en dessous. Vous pouvez me trouver sur TikTok, Mamadou Diallo Immobilier. D'accord, la famille? Donc, on va refaire un autre pour parler de divers, d'accord, entités. À quoi servent les entités? C'est quoi la différence entre un LLC et un C-Corp? C'est quoi la différence entre un C-Corp et un Trust et un S-Corp? On va parler de tout ça parce qu'aux États-Unis, je vous jure que tout ça a de l'importance. Les taxes, exactement. Sommet ici peut vous aider d'ailleurs avec vos taxes. Il peut aussi vous aider pour remplir votre fiche d'immigration, je pense. Oui. Ouais. Nous aidons avec les dossiers d'immigration, Mm-hmm. mais le côté fiscal, nous sommes spécialisés dans les taxes. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous faisons les déclarations des taxes annuelles. Mm-hmm. Ici aux États-Unis, ce que vous devez comprendre, chaque individu, Mm-hmm. chaque entreprise annuellement Mm-hmm. doit déclarer ses taxes. Nous sommes spécialisés dans les taxes et nous voulons expliquer comment la fiscalité marche ici. Et ça, je sais que c'est une chose dont la communauté a besoin. Parce que première erreur que la communauté font ici, ils déclarent rien du tout. Et ça te tue. Aux États-Unis, ça te pénalise. Il ne faut jamais faire ça. Mais je sais que ces conseils viennent souvent des cousins qu'on engage dans les quartiers qui ne connaissent rien du tout. Deuxième chose, c'est les gens ne savent pas comment structurer leurs taxes et leur compte bancaire business séparé avec des dépenses personnelles, comment déduire les taxes. Donc la famille, quand je vous dis on a tout in-house, si vous venez chez nous, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais aussi, on vous apprend comment le faire par vous-même, la famille, ok? Donc, d'ici la prochaine épisode, la famille, aimez la vidéo, laissez un commentaire en dessous et je vous vois à la prochaine épisode. D'ici là, gardez la mentalité boom, soyez braves, soyez obsédés, soyez optimistes et gardez une mentalité abondante. Il y en a assez pour tout le monde. Boum, boum, boum!